Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder la fiche de cours sur le rayonnement solaire, donc au niveau premier enseignement scientifique. Donc la fiche de cours est la suivante. Donc on a vu plusieurs choses. Donc le Soleil, siège de réaction de fusion nucléaire. Donc le Soleil est composé à 75% en masse d'hydrogène, ça veut dire que par rapport à la masse du Soleil, 75% est constitué d'hydrogène. Les températures en 100 cœurs rendent possible les réactions de fusion. Donc je vous rappelle, processus au cours de laquelle deux noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd, qui transforme donc ces réactions de fusion de l'hydrogène en hélium. Donc c'est pour ça que le Soleil est majoritairement constitué d'hydrogène et d'hélium, en libérant une grande quantité d'énergie. Donc ici, la fusion se symbolise selon cette équation nucléaire. Donc vous avez 4 atomes d'hydrogène, donc 4 atomes d'hydrogène qui en fait ne sont rien d'autre que des protons. Proton, puisque le proton, vous avez effectivement, pour le proton c'est H, mais vous pouvez aussi dire qu'un proton c'est effectivement un nucléon qui est chargé avec un nombre de charges plus 1. Donc ça va donner un noyau d'hélium, donc qui est constitué, lui, regardez bien, donc de 2 protons et 2 neutrons. Et ça fait bien au tout 4 nucléons, donc He4,2, plus 2 électrons, plus 2, pardon, pas des électrons, 2 positons, et ici 2 neutrinos ici, et des rayonnements gamma. Donc ici, nous avons la chose suivante. Donc ici, c'est bien de l'hydrogène qui devient de l'hélium, donc avec retenir 75% en masse d'hydrogène, et ce qui est responsable de la production d'énergie, ce sont des réactions de fusion nucléaire. Cette énergie est émise donc sous forme de rayonnement électromagnétique, majoritairement, dont la majeure partie est absorbée par le Soleil lui-même. On va voir ensuite pourquoi, c'est pour ça qu'on peut prendre la première approximation, le rayonnement du corps noir. Le reste est émis donc à travers l'espace. La libération de cette énergie s'accompagne d'une perte de masse du Soleil, à environ 1 milliard de kg par seconde. Donc en vertu, 1 milliard de kg par seconde, si vous faites le calcul exact, vous ne trouverez pas 1 milliard de kg, mais 1 milliard de kg, c'est l'ordre de grandeur, c'est-à-dire la valeur de la puissance de 10 la plus proche. En vertu de l'équivalence masse-énergie qui est formulée en 1905 par Einstein. Donc il a formulé Einstein qui avait une équivalence entre l'énergie et la masse, donc en kilos, et la coefficient de proportionnalité était rien d'autre que la célérité de la lumière dans le vide. Donc ça a vraiment, cette formule-là, révolutionné la physique. Donc l'énergie en joules, donc l'énergie libérée, la différence de masse en kilos, mais dans ce cas-là, il faut que la vitesse de la lumière soit bien égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc là, bien sûr, c'est une valeur qui est prise, qui est une valeur simplifiée. Normalement, je rappelle, cette valeur-là, vous êtes censé la connaître. Ensuite, la température de surface des étoiles. Donc un corps noir chaud est un modèle. Donc ce modèle constitue le corps noir constitue un objet idéal absorbant toutes les radiations électromagnétiques qu'il reçoit. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit qu'il absorbait une grande partie des rayonnements électromagnétiques qu'il émettait. Donc il émet ce corps noir, un rayonnement électromagnétique dont la puissance rayonnée ne dépend que de sa température. C'est-à-dire la puissance rayonnée ne dépend que de la température. Ce rayonnement est comparable à celui émis par les étoiles. La loi de Wien permet, elle, de déterminer la température de la surface d'une étoile connaissant la longueur d'onde pour laquelle la puissance absorbée est maximale. Ces deux grandeurs sont inversement proportionnelles. Alors, si vous tracez pour une étoile l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, vous allez trouver qu'une étoile émet une intensité lumineuse maximale pour une longueur d'onde lambda qu'on note lambda max, c'est-à-dire c'est la longueur d'onde pour laquelle l'intensité lumineuse est maximale. Il existe une relation entre cette longueur d'onde lambda max et la température de surface de cette étoile. La relation s'appelle la loi de Wien, et cette loi de Wien s'écrit lambda max avec lambda en mètres fois la température, attention aux températures en Kelvin, donc c'est bien la température absolue, est une constante. Cette constante est égale à 2,90 fois 10 puissance moins 3 mètres Kelvin. Donc généralement, on vous demande d'apprendre cette formule-là, ou si on vous la donne, forcément la valeur sera donnée. Mais c'est quand même assez plus simple de connaître que lambda fois T est égal à 2,90 fois 10 puissance moins 3.
Donc ça doit vous paraître assez logique, hein, au niveau, si ici vous mettez des mètres, ici vous mettez des Kelvin, vous obtiendrez forcément ici des mètres par des mètres Kelvin, et pas des mètres par Kelvin, pardon. Autre chose, la température absolue, hein, c'est la température ambiante. Par exemple, si on prend une température de 20 degrés Celsius, ça correspond à 293 Kelvin. Il y a toujours un rapport il y a une différence entre les deux de 273,15. Ensuite, quelques images pour illustrer. Donc là, vous avez, une image que je trouve intéressante pour la chose suivante. Donc là, on représente une intensité lumineuse, donc un spectre, en fonction donc, de la longueur d'onde. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le réel, donc le spectre du Soleil, donc qui est avec certaines irrégularités ici. Donc on voit bien ici que on définira aussi toutes les raies d'émission de ce gaz, mais on voit que l'enveloppe extérieure ici, regardez bien, on l'a fait coller ici avec le spectre du corps noir, donc c'est-à-dire du modèle, à 5777 Kelvin. Et on voit bien que ici, quand on utilise ce modèle ici, donc 5777 Kelvin, quand on se place au maximum ici donc de spectre du Soleil, on trouve une température qui vaut approximativement 6000 Kelvin. Donc on voit bien qu'on est sur un modèle qui est tout à fait recevable. Alors on peut toujours aller critiquer les limites, mais le modèle est acceptable puisqu'il permet donc majoritairement et très majoritairement de recoller à la forme exacte, donc la réelle, ici du spectre du Soleil. Donc c'est pour ça qu'on estime que pour les étoiles, le spectre du corps noir rencontre de la plupart du spectre d'émission de la densité spectrale d'énergie. Alors on n'est pas là sur un spectre qui représente, comme vous en avez vu en seconde, avec le spectre d'émission colorée. Là on est juste sur l'enveloppe extérieure. Donc on est bien sur la densité spectrale d'énergie ou sur ici l'intensité lumineuse. On ne représente pas ici le spectre avec les couleurs comme on l'a vu en seconde. Donc ensuite, si on baisse, hop, on arrive ensuite à la dernière partie, la répartition de cette énergie solaire sur Terre. Donc la puissance radiative reçue du Soleil, donc, qui est l'énergie reçue par unité de temps. Je rappelle qu'une puissance est une énergie donc, par unité de temps. Donc sur une surface plane à une distance donnée dépend de son aire et de son inclinaison par rapport au rayon lumineux. L'inclinaison correspond à l'angle entre la normale à la surface et la direction du Soleil. Alors une image ici, par exemple, si vous avez une surface d'un mètre carré, donc qui vient du Soleil. Ici vous avez la normale à la surface. Donc ici vous avez un angle entre, donc si on prend l'inclinaison correspond à l'angle entre la normale à la surface et la direction du Soleil, ben là vous avez la direction du Soleil, la normale, donc là on avait un angle de 0. Dans ici, vous avez donc ici, donc là, la normale, elle ne bouge pas. Hein. Par contre, si vous avez ici la direction du Soleil qui doit être dans cette direction-là, vous avez un angle alpha, par exemple ici 45 degrés. Lorsque l'inclinaison est constante, la puissance radiative est proportionnelle à l'aire de la surface. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si pour une inclinaison constante, je vais prendre 0 par exemple, la puissance radiative est proportionnelle à l'aire de la surface, c'est-à-dire que si vous augmentez ici cette surface-là, donc cette surface-là, vous avez plus de puissance radiative. Ensuite, lorsque l'inclinaison varie, l'aire de la surface éclairée est modifiée. Ainsi, plus cet angle est important, plus la surface éclairée est importante. Un mètre carré de surface reçoit alors une puissance radiative moindre. Je m'explique. Si ici vous avez 1 mètre carré, donc là si vous avez un angle ici, la surface éclairée vaut également 1 mètre carré. Si vous avez 1 mètre carré donc de surface donc de soleil, de rayons qui partent du soleil, vous avez pu observer en TP qu'en fait ici la surface éclairée augmente pour un angle de 45 degrés, elle vaut approximativement 1,4 mètre carré. Donc ça veut dire que ici, si je prends 1 mètre carré de surface éclairée, bah, cette surface, si je prends 1 mètre carré donc de surface, donc elle ne reçoit pas l'énergie qui était contenue ici dans 1 mètre carré, puisque c'est l'énergie qui est contenue dans 1 mètre carré ici, se répartit sur 1,4 mètre carré. Et si on va encore en accentuant le phénomène, si vous prenez l'énergie contenue dans 1 mètre carré donc de rayon lumineux, la surface éclairée sera ici alors égale de 2 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'ici pour 1 mètre carré d'une surface qui va donc partir du soleil, vous allez obtenir une surface éclairée qui sera le double
Mais ça veut dire réciproquement que si je prends 1 mètre carré de surface éclairée ici, ça correspondra donc à une puissance radiative qui sera 2 fois moins que celle que j'ai pu recevoir ici. Donc la puissance solaire reçue donc par unité de surface dépend donc de l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variation diurne. La variation diurne, donc c'est-à-dire qu'en fonction de l'heure, en fonction de l'heure au sens montre, on voit bien que les rayons lumineux, l'inclinaison des rayons lumineux va changer par rapport à la surface terrestre. Donc ça, c'est la variation diurne, jour-nuit. Du moment de l'année, c'est-à-dire la variation des saisons. Alors on va expliquer ça avec les schémas. Et aussi de la latitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la zonation climatique. Alors pour expliquer donc la zonation climatique. Ici, si vous êtes à l'équateur, donc on se place dans une surface éclairée donc, par un faisceau lumineux en fonction d'une latitude, donc on se situe à l'équinoxe. On se place donc à l'équinoxe et aussi en moyenne donc sur une année complexe. À l'équinoxe, c'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est uniformément réparti et que ça tape principalement au milieu, au centre, à l'équateur. Donc dans ce cas-là, à l'équateur, avec un angle de 0, un angle d'inclinaison de 0, pour les tropiques ici, on a donc un angle d'inclinaison qui vaut 18 degrés. Pour Blaye, ici on aurait un angle d'inclinaison donc, qui vaut 45 degrés. Donc ça c'est ici les degrés donc, pour se situer, c'est en fonction de la latitude. Alors bien sûr 23 degrés 27 minutes nord, donc là on est sur le tropique, 45 degrés nord on est à Blaye, ce qui n'est pas si loin, et enfin 60 degrés nord pour ici un angle d'inclinaison de 60. Alors ici on vous représente des images assez imagées pour vous représenter un peu donc la zone. Donc on est ici, c'est des représentations, c'est pour vous dire qu'en fait ici la surface éclairée, il faut bien que vous preniez le parallèle avec cette image là. Ici, hop, donc si vous avez une surface éclairée qui est grande ici, donc là vous voyez que ce qui va taper ici, ça va être relativement faible. Par contre, ici, là, au niveau des couleurs, quand vous êtes à 0, vous tapez en plein dans la zone ici, qui est celle-là, là. Donc ici, en fonction de l'inclinaison, on voit bien que ici, les rayons, un même rayon ici, et c'est la même chose un peu que ce qu'il y a ici, vous avez un même rayon qui part du soleil, a priori avec la même surface ici, là, et ben, la surface ici, SE, va être beaucoup plus faible ici que SF et SP. Donc ça veut dire que la puissance radiative ici va être inversement proportionnelle. Donc ici, la puissance radiative ici va être plus élevée. Et ensuite, SF et enfin SP, c'est ce qui veut dire cette égalité-là. Donc à retenir, ces images sont très parlantes. La puissance radiative dépend de l'inclinaison. Plus vous inclinez, en gros, moins la puissance radiative est élevée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous répartissez donc ici le rayon avec la surface ici de rayon lumineux qui est issu du soleil, vous la répartissez sur une surface éclairée qui est d'autant plus grande. Donc vous répartissez en fait, si vous voulez, cette énergie sur une surface grande, donc la puissance ramenée, donc la puissance sera nécessairement, donc la puissance radiative sera nécessairement plus faible. Ensuite, ici, sur ces schémas-là, donc on vous représente ici donc les solstices avec le Soleil et la Terre. Alors ce sont des images assez simplistes, hein, c'est des modèles, encore une fois, les distances ici ne sont pas toutes exactement les mêmes, mais au niveau de l'inclinaison, ça permet de comprendre quelque chose. Alors si on s'intéresse, nous, à l'hémisphère nord, donc pourquoi? Parce qu'on le place, donc on va essayer de regarder, parce qu'en gros la France est dans l'hémisphère nord ici, donc on va ici se placer dans le cas de l'été dans l'hémisphère nord, ou ici dans le cas de l'hiver dans l'hémisphère nord. Donc ici, si vous regardez ici, nous on est dans l'hémisphère nord, donc c'est-à-dire que là vous avez l'équateur, donc nous ici on serait quelque part par là, par exemple. On est dans la nuit, mais sinon on pourrait être quelque part par là. Donc dans ce cas-là, on vous dit qu'on est ici dans le solstice d'hiver, donc le soleil donc, sur les tropiques du Capricorne l'hiver, donc l'hiver au nord, été au sud. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ici c'est l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été au sud. Ben, on voit bien ici que les rayons lumineux ici du soleil, quand ils arrivent donc parallèles ici, on voit bien qu'ils touchent majoritairement donc l'hémisphère sud, ou en tout cas l'angle d'inclinaison
dans l'hémisphère sud va être plus faible que l'angle d'inclinaison, par exemple, dans l'hémisphère nord. Ici, il est tellement élevé l'angle qu'en fait on arrive quasiment à la limite où ici on passe, donc il n'y a pas de soleil. Donc ça c'est une particularité du pôle Nord, hein. Vous avez peut-être entendu parler que dans le pôle Nord, ici par exemple, on serait dans une nuit permanente. Donc ça pourrait s'expliquer à partir de ça. Donc ici, là, on est donc en gros, là, on est en hiver. Donc ici, on est en hiver, pourquoi? Donc si on est en hiver dans l'hémisphère nord, bah, c'est parce que ici, les angles d'inclinaison sont relativement élevés dans l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud, où en gros, ici, vous voyez que les angles sont relativement faibles, en tout cas plus faibles que dans l'hémisphère nord. Ensuite, on passe donc à l'équinoxe. Donc dans ce cas-là, nous, au nord, on est au printemps. Donc là, les rayons lumineux tapent dans l'équateur, alors que là, ils allaient taper donc dans un tropique, dans la situation la principale, ou dans la situation où la puissance serait la plus élevée. Ensuite, ici, on arriverait donc en été au nord. Donc été au nord, pourquoi? Bah, regardez bien, ici vous avez vous avez ici dans là vous avez l'équateur. Donc là vous avez ici donc l'hémisphère nord. Donc cet hémisphère nord, vous avez donc des angles d'incidence des rayons lumineux par rapport à la surface terrestre qui seraient plus faibles par rapport à l'hémisphère sud. Donc si les angles sont plus faibles, donc la puissance radiative va être plus élevée. Donc il va faire plus chaud. Et enfin ici, idem, on arrive en automne. Donc ça c'était en fait, je voulais mettre les deux images pour que celle-là toute seule, il manquerait celle-là. Donc celle-là vous permet en gros de situer que cette image-là, donc c'est celle-là, et que celle-là, c'est celle-là. Ces deux images-là, en gros ce qu'il faut retenir, hein, c'est que ici vous avez l'équateur, vous avez ici les tropiques, le tropique. Et enfin, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que en hiver, ici, vous avez un angle qui est plus important que celui-là, donc qui serait ici, donc l'angle en été. Donc, si vous avez un angle plus élevé, la puissance radiative serait plus faible, donc il ferait moins chaud, donc on est en hiver. Et inversement, en été. Si vous voulez comprendre assez facilement ce que je viens d'expliquer, mais de manière plus claire avec des animations, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo sur YouTube, c'est un C'est pas sorcier qui est très bien fait. Cherchez les minutes où il parle de ça, mais c'est relativement simple et relativement bien expliqué. Enfin, l'essentiel en images, donc ça c'est dans le manuel Atier. Donc ici, ce qu'il faut retenir, la température d'une surface d'une étoile. Si vous avez donc un spectre représentant l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, il faut que vous cherchiez donc la longueur d'onde pour laquelle l'intensité lumineuse est maximale. Vous obtenez donc dans ce cas-là lambda max. La loi de vide vous permet de trouver la température. Lambda max fois t égale à une constante. Donc ici on voit que dans ce cas-là, lambda max 1 supérieur à lambda max 2. Donc c'est pour ça qu'on peut ensuite en définir, vu que c'est inversement proportionnel, que la température de surface de l'étoile 1 sera inférieure à la température de l'étoile 2, donc puisque c'est inversement proportionnel. Au niveau du Soleil, donc il y a une réaction de fusion nucléaire, donc ça libère de l'énergie. De l'énergie donc qui va arriver sur Terre et de l'énergie donc qui va aussi, s'il y a de l'énergie libérée, c'est-à-dire qu'il y a une perte de réaction lors de cette fusion. Et donc il y a aussi une perte d'énergie ou une perte de masse, puisqu'il y a une équivalence entre l'énergie et la masse. Donc l'énergie rayonnée, donc sous forme donc de rayonnement électromagnétique, vous avez ici donc la masse qui doit être perdue en kilos, la célérité de la lumière dans le vide. Donc ensuite, vous avez ici la puissance radiative, donc vous avez ici le soleil, les rayons lumineux, vous avez la Terre. N'oubliez pas qu'en fait, vous avez bien ici l'axe sud-nord de rotation de la Terre. La Terre tourne autour de cet axe-là. Et c'est cette inclinaison qui fait qu'elle est responsable donc des saisons. Donc là, vous avez une zone 1 et une zone 2. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que la puissance radiative reçue par unité de surface est plus importante dans la zone 1 que dans la zone 2. Effectivement ici, donc vous avez donc une puissance du soleil ici qui va être répartie sur une surface ici dans la zone 1 qui sera plus faible.
que donc l'énergie qui sera ici donc pendant une durée déterminée, donc répartie sur cette zone 2 qui là ici sera avec une surface, une aire beaucoup plus grande. Donc la puissance radiative reçue sur Terre donc dépend de la latitude, de la saison et de l'heure de la journée. Donc c'est pour ça que donc, la puissance radiative dépend de la latitude. Donc ça, c'est ce qui va expliquer qu'en fait, il va faire plus chaud donc pour une considération ici au niveau de l'équateur par rapport au pôle. Donc de la saison et de l'heure de la journée. Donc, mais retenez bien que tout ça est lié à une inclinaison des rayons lumineux par rapport à la surface terrestre. Plus l'angle ici, si je vous mets l'angle, si vous prenez la normale, hop, ici, et si vous prenez la normale ici, alors là, je prends forcément un cas extrême, puisque là on est à 0. Ici vous auriez un angle d'incidence qui serait 0, et là vous auriez un angle d'incidence qui sera ici, donc à peu près, on va dire, là on sera à peu près 45 degrés. Donc ici vous avez un angle d'incidence qui serait beaucoup plus élevé dans la zone 2 que dans la zone 1. Donc la puissance radiative serait donc plus faible dans la zone 2 que dans la zone 1. Et généralement il fait plus chaud ici dans la zone 1, dans cette configuration là, que dans la zone 2. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.